Merci d'être des nôtres, bonsoir et bienvenue aux 20h. Au sommaire de cette édition, conférence bilan de l'Assemblée nationale, le président de l'institution est revenu sur les réformes structurelles, mais aussi les perspectives pour la prochaine rentrée parlementaire. Amadou Damaro Camara était face à la presse ce mardi. Prendre le vaccin pour prévenir le Covid-19 d'autant que des variants circulent dans des pays limitrophes. Voilà l'invite de l'ANSS et selon elle, plus de 3 millions de personnes doivent être vaccinées. Et puis des détenus politiques en grève de la faim depuis hier lundi à la Maison centrale. Une grève entamée pour protester contre leurs conditions de détention et la tenue de leur procès, disent-ils. Bonsoir à tous. Rendre compte au mandant, c'est cet exercice auquel s'est prêté le président de l'Assemblée nationale. Et face aux hommes de médias, le patron du perchoir, Amadou Damaro Camara, est largement revenu sur les réformes structurelles et autres actes posés par les députés de la 9e législature ainsi que les perspectives en vue de la prochaine rentrée parlementaire. Mariam Fodé Camara et Djibril Kabak Camara pour le compte-rendu. Comme le veut la tradition, l'exercice consiste à rendre compte au mandat de ce qui a été fait ou des acquis du Parlement guinéen. Au dire de l'honorable Amadou Damaro Camara, l'institution a procédé à des réformes structurelles, un règlement intérieur administratif et financier établi, mais aussi un plan quinquennal pour couvrir leur mandature. À cela s'ajoute l'examen et l'adoption de plus de 60 textes de loi, 57 ordinaires et 7 organiques. Dans l'esprit de modernisation, un travail de digitalisation a été fait. Et dans cette stratégie, nous avons parlé où nous avons entrepris une certaine mise à niveau, renforcement des capacités, non seulement des députés, mais du personnel qui les accompagne. Accusé d'avoir accordé des faveurs à ses proches et de gestion opaque par ses pairs, le président de l'Assemblée nationale répond et balaie du revers de la main ces accusations. C'est vrai que je suis l'ordonnateur des marchés, mais la procédure ne favorise personne et n'exclut personne. Sur le paiement des prestataires, l'honorable Damaro précise. C'était que personne ne sera payé avant la réalisation des travaux. Et cela prouvait la capacité financière et technique des prestataires. Ils ont fait les réceptions des travaux, apporté les corrections, demandé aux bénéficiaires des prestations s'ils sont satisfaits. C'est après ça seulement que la caissure a procédé à leur paiement. Une mission de restitution devrait rencontrer les mandants pour leur expliquer le travail durant les 9 mois d'exercice. On parle santé à présent dans cette édition. 30% de la population guinéenne, soit plus de 3 millions de personnes, sont désormais visées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans le cadre de la riposte contre le Covid-19. C'est le directeur de l'ANSS qui a fait l'annonce ce matin à l'occasion d'un point de presse organisé à la cité Chemin de Fer. À la même occasion, il a aussi alerté la population guinéenne de la circulation de quelques variants de la Covid-19 dans les pays limitrophes. Il invite donc la population à se faire vacciner pour minimiser d'éventuels cas d'un quelconque variant au pays. Ali Badara Camara et Abou Korea Kourma ont assisté à la conférence suivante. Après 3 mois de vaccination, seulement 238 147 personnes ont reçu leur dose complète, soit 4% de la population guinéenne. Pourtant, la maladie continue sa transmission et les menaces des variants planent sur le pays. Selon Dr Sakouba Kita, plusieurs pays limitrophes de la Guinée ont déjà enregistré quelques variants de la Covid-19. Pour minimiser le risque d'une 3e voire 4e vague en Guinée, l'Agence nationale de sécurité sanitaire a envisagé de nouvelles mesures pour des Guinéens vivant à l'étranger et qui souhaiteraient séjourner dans leur pays. Un cas de figure, c'est que c'est par rapport aux citoyens ou à nos compatriotes qui vivent dans les pays où il y a des variants. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Donc même s'ils font un RT-PCR
de départ de validité de 72 heures. Arrivés en Guinée, on va leur reprendre le RT-PCR, les isoler à leurs frais. Vaccin, le seul moyen de lutte contre la COVID-19, selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Sont protégés contre la maladie seulement ceux qui prennent leur dose complète. Pour le directeur général, la population doit continuer à respecter les mesures barrières. Quand la protection civile a essayé de faire des rafles la nuit, ils ont pris 50 personnes qui se sont promenées en dehors des heures de couvre-feu. Et parmi les 50 qu'on a testés hier, il y avait 20 positifs. Si on n'y prend pas garde, et si on continue à libérer tous les coins, si on testait beaucoup plus, peut-être qu'on aurait eu beaucoup plus. Donc prudence, le lion n'est pas parti, c'est encore dans nos murs. La Guinée a démarré les 27e semaines lundi dernier. Depuis le début de la pandémie, le chargé des études au département surveillance de l'ANSS revient sur les statistiques. Présentement, 396 personnes sont isolées, dont 291 dans les CTP. Nous avons 1365 lits d'hospitalisation, dont 291 occupés, soit 21,3%. Dans son discours, le directeur de l'Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé l'arrivée d'une importante quantité de vaccins Johnson & Johnson et Pfizer avec l'initiative COVAX, cela pour vacciner les 30% de la population guinéenne d'ici la fin de l'année 2021. Je vous le disais tantôt, plusieurs détenus politiques observent une grève de la faim depuis lundi dernier à la Maison centrale en signe de protestation contre leurs conditions de détention et pour la tenue de leur procès après plusieurs tentatives. À propos, notre reporter Fatoumata Bintabari a interrogé l'un de leurs avocats, Maître Salifou Beyavogui. Suivez. Après un long séjour à la Maison centrale de Kaloum, les détenus politiques passent à l'offensive. Ils entament une grève de la faim pour réclamer la tenue de leur procès. Je crois que c'est un cri de cœur, c'est une façon d'exiger, comme leurs avocats le font quotidiennement, évidemment, la tenue du procès. Parce que ici, les cours et tribunaux sont en place, les magistrats sont là, le dossier est là, il n'y a pas de raison que le dossier ne soit pas appelé maintenant. Avec une condition de détention qui laisse à désirer, plusieurs détenus seraient libres si la justice avait agi dans les règles de l'art, notamment la tenue des procès, regrette Maître Salif Beyavogui, ajoutant de passage que ce retard n'a pas lieu d'être. Ici, les cours et tribunaux sont en place, les magistrats sont là, le dossier est là, il n'y a pas de raison que le dossier ne soit pas appelé maintenant. Dans 25 jours, nous serons dans les vacances judiciaires et nous croyons que ce dossier ne reste sans être jugé jusqu'à ce moment. Donc je confirme, c'est regrettable, tout cela ne devait pas arriver. Quoique cet avocat ait la chance d'échanger avec ses clients, il n'en est pas de même pour leurs parents. Une situation que déplore Maître Salifou Beyavogui. Leur famille politique, leurs relations personnelles, leur famille biologique ont de sérieuses difficultés de les rencontrer, ce qui est encore une atteinte grave et intolérable aux droits de la défense, à leurs droits élémentaires futiles des détenus. Même les plus grands prisonniers qui sont dans les hautes prisons internationales ont droit à la visite de leurs parents, de leurs proches. À en croire l'avocat, une centaine de détenus politiques emboîtent les pas de leurs prédécesseurs qui ont été obligés d'avoir recours à cette mesure pour être jugés. Un reportage de Fatoumata Bintabari. En rénovation depuis le 26 juin dernier, le trafic n'a toujours pas commencé sur le pont de Kaporo. Pourtant, l'entreprise en charge de l'exécution des travaux dit avoir presque terminé conformément au délai contractuel. Malik Sangiana Kamara et Abdoulaye Kamara sont allés s'enquérir des réalités du terrain. Voici le reportage. Le pont de Kaporo reliant Lambaye à Taouya en passant par Kaporo équipé était sous le poids de la vieillesse. Cette infrastructure a cédé il y a 2 semaines. Conséquence, le trafic sur cet axe est perturbé. Pour résoudre le calvaire des usagers, le ministère des Travaux publics a confié la réhabilitation du pont à une entreprise locale.
Après 10 jours d'activité, cette entreprise dit être à la fin des travaux, comme l'exige le délai contractuel. Nous sommes presque à 100% de l'exécution de ces ponts. Nous sommes toujours dans le délai. L'entreprise dit avoir exécuté les travaux à 100%, pourtant les ouvriers sont sur le chantier. Des mélanges s'effectuent pour couler certains endroits du pont. Les usagers, quant à eux, continuent à prendre leur mal en patience. Depuis le pont là, ils ont commencé la rénovation, donc ça nous fatigue tellement. Parce que la déviation qui est là, c'est dans un trou. Donc pour monter dans le trou et remonter, ça nous fatigue. Donc souvent dans ce trou, il y a l'embouteillage. Et il y a nos clients aussi qui veulent aller de l'autre côté. Donc ce n'est pas facile qu'on prend les clients et on contourne le pont. Nous sommes dans une impatience totale parce que même moi, par exemple, moi qui suis chargé à aller acheter le charbon pour ma mère au marché là-bas, donc pour le faire maintenant, il va falloir que je me déplace et puis je contourne la route. Qu'en est-il de la qualité des travaux effectués? Ce jeune n'est pas spécialiste du domaine, mais d'après ses observations, il ne croit pas à la viabilité de cette infrastructure. Le fer qui était là, avec l'autre fer que je vais envoyer, c'est pas le même fer quoi. Et c'est moi, même personnellement, je demande quoi. Est-ce que le travail qu'ils ont fait, ça peut au moins réellement faire 5 ans ou bien 10 ans. Mais je ne pense pas si ça va faire au moins 2 ans. C'est seulement les poids lourds qui passent ici. Nous avons travaillé avec des ingénieurs hautement qualifiés. Mais tous les ingénieurs de ces pays-là le savent très bien. Quand tu coules une dalle, il faut au minimum de 28 jours pour que les bétons soient vraiment très secs. Nous avons utilisé des produits qu'on appelle des adjuvants qui permettent pour que ça cesse plutôt rapidement. La mise en circulation du pont était prévue le 6 juillet dernier. Pour des raisons techniques, cette date a été reportée ultérieurement par le ministère des Travaux publics. En attendant, les usagers de ces tronçons sont contraints d'emprunter la corniche. Là-bas, la circulation n'est pas fluide, les bouchons sont interminables. Les faits remontent au 2 juin dernier. Jean-Antoine Bangoura, un jeune maintenancier de profession, dit avoir été victime de torture et de séquestration pendant 2 semaines. Les faits se sont produits au quartier Lambagny, dans la commune de Ratoma. Le jeune homme affirme que c'est une famille qui l'accuse d'avoir volé un véhicule, une accusation qu'il a toujours réfutée, et ses parents, aujourd'hui choqués par cette affaire, comptent porter plainte. Justin Leno et Aliouba. Les faits remontent au 2 juin dernier. Jean-Antoine Bangoura, maintenancier de profession, explique avoir été victime de tortures et de séquestration pendant 2 semaines par un groupe de 6 personnes. Monsieur Donzo, il est le président des syndicats des transitaires au port autonome. Je les accuse, lui et sa femme, d'avoir donné des ordres de me torturer à leurs enfants. Il y a eu un cas de vol dans leur cour, là où j'étais, mais j'ai été invité par leur fils là-bas. C'est la voiture, une voiture marque Hyundai Santa Fe, dernière version. C'est ça, ils ont volé dans la cour. Comme vous le voyez sur ces images, son corps est couvert de cicatrices. À l'aide des mégots de cigarettes et de briquets, Jean a été brûlé, frappé et attaché pour un vol de véhicule dont il n'est pas responsable selon lui. Après, Moucha, le fils de l'avocate là, il a pris le briquet, il a mis sur mon testicule. J'ai crié. Après maintenant, il m'a même piétiné avec son pied ici là. J'ai tombé, j'ai fait 15 minutes. Mon respiration est coupée. Son grand-père, fonctionnaire à la retraite, est plus que choqué. C'était dans l'intention de le tuer. Et pour cela, nous sommes vraiment prêts, réellement prêts. Et je dis à M. Donzo qu'il sache que moi, le garant de la famille, nous sommes fin prêts à aller partout où ils veulent. Depuis sa sortie de l'enfer, comme il le dit dans ses témoignages, sa santé va mal. Des bourdonnements d'oreilles et des douleurs corporelles, c'est le quotidien du jeune homme.
Et nous partons à l'intérieur du pays. Que se passe-t-il dans la nouvelle commune rurale de Kawessi, préfecture de Télémélé, érigée en commune depuis le mois d'avril? La constitution de la liste des 9 conseillers qui doivent composer le bureau exécutif provoque des grincements de dents. Et pour cause, celui qui était pressenti pour être maire a été tout simplement omis à printemps. Et désormais, il n'est plus seul à être exclu. 4 autres ont subi le même sort. Notre rédaction détient la copie de la nouvelle liste et une pile de rapports qui accompagnent le document adressé au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Sur le terrain, les marches de protestation ont commencé, nous disent Amadou Sadio Baldé et Aliouba. La commune rurale de Kawessi a enregistré pour la première fois de son histoire une manifestation politique. À l'origine de la colère des manifestants, la composition d'une liste des conseillers du bureau exécutif de la commune. Le 31 mai dernier, le sous-préfet de Kawessi dresse une liste de 9 conseillers devant composer le prochain bureau exécutif. Problème, cette liste adressée au département de l'administration dont nous détenons copie soustrait carrément 5 des 9 conseillers régulièrement élus sur la liste générale de la commune rurale de Daramaniaki. Faut-il souligner de passage que cette dernière est éclatée en deux. Pour justifier l'éviction de Ibrahima Diallo, pressenti maire de la nouvelle commune donc, le sous-préfet de Kawessi a pris le soin de le charger en l'accusant de tous les péchés d'Israël. Ce rapport à charge n'a pourtant pas justifié pourquoi les 4 autres conseillers régulièrement élus ont été soustraits de la nouvelle liste. Dans les différents courriers, le sous-préfet note que la nouvelle liste est consensuelle. Sauf que des marches de protestation se sont tenues dans la commune rurale de Kawessi. C'est la communauté qui doit choisir ses dirigeants. Donc c'est pourquoi nous sommes venus dire nous désapprouvons cette liste et nous exigeons la liste consensuelle. Ibrahima Diallo était le 2e vice-maire de la commune rurale de Daramaniaki. Ce comptable de formation était militant du RPG depuis 1993. Il n'est pas non plus d'accord avec la nouvelle liste. Situation que volontairement le sous-préfet a créée. Il a émis une liste, il a élaboré une liste, il n'a pas consulté les femmes, il n'a pas consulté les sages, il n'a pas consulté les conseillers, personne n'a été consulté. Pour lui, l'exclusion des conseillers régulièrement élus est un signe annonciateur du détournement des retombées de l'exploitation minière dans la zone. C'est une liste de gangs réunis qui veulent piller les biens de Kawessi. Il faut que les Kawessi de Kawessi. Il revient au département de l'administration et de la justice de traiter ce dossier avec tact afin de pouvoir démêler les vrais du faux dans ce dossier. Retour à Conakry, c'est bon à savoir, la consommation excessive de l'huile de palme et celle d'arachide est dangereuse. Consommées en grande quantité, ces huiles sont réputées mauvaises pour la santé en raison de son fort taux d'acide saturé qui augmente le cholestérol selon les médecins. Dina Bangora et Lamine Silla se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. La consommation de l'huile de palme et d'arachide ne reste pas sans conséquences selon Ben Youssouf, médecin que nous avons rencontré. Parmi les denrées alimentaires, elles font partie des denrées les plus prisées par les consommateurs. Au marché de Bonfils, plusieurs vendeuses préfèrent l'huile d'arachide mais ignorent leur impact sur l'organisme. Afatanga mutangine na nadi ba re fa ka turak be li fira re ma salama e mana fire awana na merin de fansi me sire sara e sa ru ma e sa to e dorama. Pas toujours évident d'avoir de la bonne qualité d'huile, sa consommation n'a nullement d'avantage chez l'homme, mais plutôt elle engendre des conséquences sur la santé, nous fait savoir le médecin. L'organisme a besoin de 2400 kilocalories par jour. Si votre organisme déjà supplie à votre travail, pourquoi vous allez vous donner encore vraiment le mal de consommer encore beaucoup d'huile là et pour avoir plus tard l'hypertension artérielle, voire le diabète, et si vous ne faites pas attention, avoir un infarctus du myocarde.
Certains aliments sont préparés à base d'huile. Pour ces aliments de telle nature, Dr Ben Youssouf recommande l'huile d'olive qui a moins de cholestérol. Les autres huiles, que ce soit huile d'arachide, huile de coco, huile de palme, toutes ces huiles contiennent le cholestérol. Et il faut savoir que l'organisme lui-même, il produit 90% du cholestérol dont il a besoin. C'est l'unique. En un mot, macronutriments, parce que c'est les lipides qui sont produits par l'organisme. En réalité, l'homme n'a pas besoin de consommer de l'huile. Pour des vendeuses qui mélangent l'huile avec des colorants et des produits chimiques sont déconseillés. Ce mélange, dit-il, détruit le foie. Pour ce qui est de l'élimination de graisse dans le corps, il conseille de pratiquer le sport, qui est l'unique remède. Et ce journal s'achève. Merci pour votre attention. Prochain point avec les infos à 22h. Portez-vous bien, et bonne soirée sur Espace TV.